un immense plaisir d'être en territoire national, chez moi. Je suis vaudois, naturalisé vaudois. L'autre Riviera, qui est aussi très jolie, mais pas aussi jolie que la vôtre. Ça, c'est vrai qu'ici, on a une Riviera magnifique. Et j'ai eu la chance d'être la semaine dernière aussi en train de donner une conférence dans le fort de Chillon, juste à côté. C'est magnifique, je vous encourage d'aller le visiter, il est génial. Comme on a une petite heure ensemble, plus autant de questions que vous voulez, je vais commencer ce soir, comme je vous ai dit, on va parler plutôt de la Suisse, puisqu'on m'entend beaucoup en France, un petit peu en Belgique, et la dernière fois que j'ai vraiment pu parler de l'effondrement potentiel et ses tenants et ses aboutissants en Suisse, c'était il y a fort longtemps, c'était en 2016 à Sion, donc ça fait presque 10 ans. Et donc, ça me fait plaisir de pouvoir un petit peu parler de l'avenir de notre pays, mon pays, et donc de discuter un petit peu. Alors peut-être pour commencer, qui ici est suisse? Qui ici est suisse tout court? Ok, quand même la majorité. Qui est suisse depuis au moins une centaine d'années? Voilà, déjà beaucoup moins, dont la famille est suisse depuis moins d'années. Et donc j'en déduis et qui est naturalisé suisse soi-même. Voilà, donc on est un peu entre deux. On a des vieilles familles suisses, des tout jeunes et entre deux. Ce qui est en fait le typique dans notre pays, on en discutera. Alors, premièrement, moi je suis arrivé en Suisse, je peux parler en plus suisse, en 74. J'avais 3 ans et j'en ai arrivé sur Genève, Vaud, une petite maison dans un petit village de Communy. Et c'est mes parents qui sont venus travailler en Suisse. Mon père était cadre dans une multinationale américaine, donc il est arrivé là. Donc voilà, j'ai pas le parcours de l'italien classique qui est arrivé en Suisse pour travailler dans les chantiers ou dans les vignes ou je sais pas quoi. Mais c'est comme ça. Et je me souviens quand même qu'au début, c'était quand même pas facile. On disait, vous les Italiens, vous êtes tous des voleurs. Bon, nous, c'est là, on dit, je vais bosser pour montrer que c'est pas vrai. Donc, contrairement à certains, on n'était pas des pleurnicheuses, on bossait, comme les Espagnols, comme les Turcs, comme les Grecs, comme tous les gens qui sont arrivés en Suisse. On a beaucoup bossé, je crois. On a fait nos études, moi je fais mes études à Genève, et je me souviens ce qui m'a tout de suite marqué en Suisse, le premier truc qui m'a marqué, alors je viens d'Italie du Nord, mais quand même, quand je suis arrivé en Suisse, je trouvais que c'était propre. Je me souviens même tout petit, quand je voyais un morceau de papier par terre, j'allais le chercher pour le mettre à la poubelle, même si c'était pas moi qui l'avais jeté par terre, évidemment. C'était une des premières choses que j'avais remarqué. J'ai aussi remarqué que les campagnes et la nature étaient super belles. Alors en Italie de Genève aussi, mais ici c'est un jardin. On a les vignes de Lavaux, on a les Alpes, les lacs, les montagnes, on a l'impression que tu as des jardiniers partout qui font en sorte que tout est picobello, tout bien. Et ça m'avait impressionné quand j'étais petit. Évidemment, ce qui m'impressionnait aussi, c'était le côté ordonné, organisé et la sécurité incroyable. Comme on dit, dans chaque Suisse, il y a un flic qui sommeille. Chez nous, sur Vaud, il est réveillé. Et donc, dès qu'on faisait une connerie, il y avait la collectivité qui vous disait, gamin, non, ça, on ne fait pas ci comme ça, on ne fait pas comme ci, on ne fait pas comme ça. Et ça m'avait impressionné. Et puis, un peu plus grand, peut-être jeune adolescent, j'étais impressionné par voir tous ces types en uniforme, avec des fusils dans le dos, qui partaient le dimanche soir et qui revenaient peut-être le samedi matin ou le vendredi soir avec leurs fusils, leur vélo et tout. Le fusil d'assaut, la tenue camouflée, à l'époque elle était différente qu'aujourd'hui, mais ça m'avait impressionné. D'ailleurs aujourd'hui, mon fils aîné, il est à l'ISON. On est en train de faire ses tests, on verra demain s'ils le prennent ou pas. Lui commence à rentrer. Pourquoi lui, pas moi? Parce qu'en fait, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé l'université à 17 ans et demi, mais en Italie. Je suis retourné en Italie faire l'université et à partir de mes 18 ans, on me demandait des papiers. À chaque entrée en Italie, il fallait que je me fasse tamponner pour être sûr que je n'étais pas en train de filouter le service militaire, parce que normalement je devais aller dans la Folgores, qui sont les parachutistes, parce que je suis grand, surtout, c'était le seul critère. Et il me disait, bon, on aimerait bien que tu viennes, mais il faut tester pour voir. Et je me dis, ça me gonfle, et donc j'ai commencé la procédure de naturalisation pour éviter le service militaire en Italie. Et comme ça a pris un certain nombre d'années, quand je me suis naturalisé suisse, j'ai eu l'option de ne pas le faire en Suisse. Et comme un idiot, parce que quand on est jeune, on prend de mauvaises décisions parfois, j'ai choisi de ne pas faire le service militaire, et c'est une grave erreur, parce que nous apprenons énormément de choses dans notre école de recrues et dans notre service, on va en parler, dans notre service militaire en Suisse. Compétences que j'ai dû apprendre par ailleurs et après par des voies détournées et tout, mais qui sont quand même bien utiles lorsqu'on les connaît.
Et c'est pour ça que sur Wikipédia, on raconte plein de conneries, ils me disent que je suis officier de réserve. C'est pas vrai. Alors ça n'existe pas en Suisse, ce concept, mais voilà, discipline et tout. Et donc finalement, je crois que c'est en 2000... non, c'était en 96, je ne sais plus exactement, mais je suis devenu suisse. Alors quand ceux qui me connaissent un petit peu depuis longtemps, j'ai commis un premier livre en 2011 qui a eu beaucoup de succès, vraiment un très très gros succès. Je vois à quel point les gens lisent moins aujourd'hui, pour voir à quel point même si le nouveau bouquin il marche bien, les gens ne lisent plus comme autant qu'il y a une dizaine d'années, et encore moins qu'avant. Mais ce livre parlait de survivre à l'effondrement économique. Alors quand on parle de l'effondrement économique en Suisse, un des pays les plus riches du monde, c'est sûr que ça ne peut pas porter à sourire ou se dire non mais ça n'arrivera pas chez nous parce qu'on est les meilleurs de Dieu. On a les banques, enfin, de moins en moins, on a l'économie, on est les meilleurs. C'est ce qu'on pense généralement en tant que Suisse. On a un petit côté arrogant, moins que d'autres pays, mais on pense quand même qu'on est un peu à part. Je pense qu'on est d'accord pour ça, même si on n'ose pas trop le dire parce qu'on est modeste en Suisse. Ça, c'est une qualité, on va en parler. Et ce que j'expliquais, donc je vous fais un résumé d'ailleurs j'en ai pas ici, donc pas besoin de les acheter, je vous fais un résumé de ce livre, mais grosso modo nous sommes maintenant 8 milliards. 8 milliards de personnes, ça fait beaucoup de ressources qui se consomment tous les jours. Ces ressources, il faut les extraire du sol, il faut les utiliser, il faut les transporter, notamment pétrole, notamment métaux, de plus en plus terres rares pour toute l'électronique, etc. On est 8 milliards et les 8 milliards veulent vivre comme le Californien moyen, pas comme le paysan du Mali. Et donc, notre consommation, elle est juste énorme, gigantesque, et nous amène à des raréfactions qui s'approchent. Ces raréfactions, on peut tirer les courbes. Alors évidemment, il y a des changements. Par exemple, de 2005 à 2010, les courbes que je tirais, par exemple, sur la majeure partie des énergies, c'était qu'à partir de 2020, on commence à rentrer dans des périodes de difficulté. Bon, on a eu les pétroles de schiste, notamment, qui nous ont un petit peu donné quelques années supplémentaires. En tout cas, cette raréfaction des ressources à venir, du fait qu'on est de plus en plus nombreux, parce qu'il faut bien se vêtir, se bouger, travailler, et tout ça, ça demande de l'énergie. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Eh bien, normalement, nous devrions être en crise depuis déjà bien longtemps. Et en réalité, nous avons commencé à être en crise dans les années 70, 70. Mais les États-Unis ont eu une idée de génie, même si c'est quelque chose qui maintenant les rattrape, mais qui est en fait de dire arrêtons de baser la monnaie, la création monétaire sur des données, des choses tangibles que sont la réelle croissance économique ou l'or, par exemple, ce qui était le cas avant, ou même l'or et l'argent, ça pourrait être monétaire. Et donc ce découplage qui a commencé en 1971, j'y suis pour rien, même si c'est l'année de ma naissance, fait par Nixon, eh bien, a permis aux États-Unis, qui étaient ruinés par la guerre désastreuse du Vietnam, de créer de la croissance en imprimant de la monnaie et finalement en laissant filer l'inflation. Et je vois que pour ceux qui sont les plus âgés, moi j'y étais pas, mais je me souviens, mon père me racontait que le dollar, c'était $1 américain, c'était 4 francs suisses dans les années 70. Puis, moi, quand j'ai monté ma boîte et après que je l'ai vendu, le dollar était à 2 francs suisses. Maintenant, il est à 85, voilà, 90 centimes. Et il finira à zéro. Parce que quand on continue à imprimer de manière infinie, la valeur, elle descend d'autant. Ce qui n'a pas fait que ça a été le cas, c'est que justement les États-Unis ont quand même des porte-avions de missiles nucléaires et une armée qui fracasse la gueule à n'importe quel type qui essaie de s'en émanciper, ou qui s'émancipe de cette règle. Tu ne peux acheter du pétrole qu'avec du dollar, et le pétrole on a un petit peu besoin dans notre vie de tous les jours. Et le premier qui n'est pas d'accord avec ça, il se fait bombarder, exploser, on l'a vu. Hein. C'est pas le Zimbabwe qui s'est pris l'armada américaine sur la gueule pour lui amener la démocratie. Heureusement qu'on n'a pas de pétrole en Suisse, sinon ce serait pire. Donc, ce découplage a permis de recréer une économie en réalité fictive par une croissance qui est basée sur l'emprunt aux générations futures de la richesse qu'on consomme depuis maintenant 50 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on imprime la monnaie fictive, on peut, les gens y croient, continuer à consommer de manière totalement disproportionnée, les États-Unis en tête, mais nous en deuxième, enfin l'Europe en général et la Suisse en particulier, on est un pays très riche, et les autres pays essayent de faire pareil, mais en accélérant cette utilisation des ressources.
Vous avez vu, il y a un coup d'État hier en Bolivie, c'est ça? Bolivie, troisième, je crois, producteur de lithium au monde. On va là où il y a des ressources. Et la prédation va prendre ce qu'elle a besoin là où il y en a. Donc, même les coups d'État ne sont plus comme avant. Ils plantent de plus en plus. Mais on sent bien qui était derrière ce coup d'État. Alors, la tendance à long terme de ce processus, c'est que nous allons aller vers de plus en plus de conflits, et nous les avons vus depuis le 11 septembre 2001, pour le contrôle de ces ressources, pour la maîtrise de ces énergies et ces ressources à travers le monde. Et déjà en 2011, donc j'écrivais dans le bouquin, vous allez voir, alors je ne suis pas le seul à en parler, hein, mais clairement, nous allions aller vers un conflit avec la Chine et surtout la Russie, parce qu'il faut démembrer la Russie pour pouvoir la piller, parce qu'elle a plein de ressources. Alors l'Afrique, à l'époque, c'est déjà morcelé et pillable, et c'était pillé, et c'est encore un petit peu pillé, moins en moins, mais la Russie, c'était le dernier truc, le dernier Eldorado, avec la chute de l'Union soviétique. Les ressources des différentes républiques ont pu être en partie pillées, mais la reprise en main par le gouvernement Poutine en 1999, enfin 2000 en tout cas, a remis de l'ordre petit à petit, péniblement, et fait en sorte qu'en tout cas, on ne peut plus y aller si facilement pour voler ou prendre les ressources dont les États-Unis ont besoin. La lecture est simple, elle est sans doute simplée, je résume beaucoup, mais il y a cette tendance lourde. Et là-dessus, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on gère cet empire américain qui, inévitablement, parce qu'on connaît ces dynamiques d'empire qui deviennent énormes, qui finissent par coûter trop cher et avoir trop de dépenses, l'Empire romain finit comme ça, et puis même des empires moins connus et plus petits, mais l'Empire aztèque était déjà, au moment où les Espagnols sont arrivés, il était déjà surdimensionné, était trop cher dans son monde à lui, puis la Chine aussi, elle s'est viandée plusieurs fois, hein, en ayant des empires, alors certes, ils n'étaient pas expansionnistes territorialement, mais ils avaient des problèmes internes de corruption, d'immobilisme, etc. Donc c'est un peu le cycle de ces empires qui tombent. Et l'Empire américain, qui est plus tellement américain d'ailleurs, parce qu'on ne comprend pas toujours qui le possède, qui maîtrise quoi, mais bref, c'est un sujet un peu périlleux, donc je ne vais pas aller dedans. Mais en tout cas, cet empire est en train de mourir. Et il sent qu'en plus, il s'est désindustrialisé, comme l'Europe aussi, qui est son vassal. Vous pourrez me poser plein de questions là-dessus si vous n'êtes pas d'accord, mais l'Union européenne est totalement vassalisée aux États-Unis. Les économies ont été, enfin les industries productives, les industries ont été amenées, notamment en Asie du Sud-Est, en Chine et un petit peu en Europe de l'Est, pour des raisons de coût, pour des raisons de profit et de marge. Et il ne nous reste plus que l'économie financiarisée, qui est totalement fictive, puisque basée elle-même sur des monnaies fictives. Et donc cette dette qui augmente de plus en plus sur une économie de plus en plus financiarisée, de plus en plus fictive, qui n'est plus capable de produire rien du tout, nous amène inévitablement vers la faillite. Phase 1 de cette faillite, crise de 2008-2009, non pas qu'il y ait eu quelque chose de particulièrement structurel dans cette faillite, la faillite elle est consommée depuis les années 80 en réalité. Simplement, dans la fiction qu'on a mis en place, ce côté des subprimes, qui était à l'époque 10 fois moins grande qu'aujourd'hui, eh bien, avait déjà fait vaciller le système. Donc on a trouvé une parade, des taux d'intérêt négatifs. C'est un truc illogique, c'est un truc débile économiquement, mais ça nous a fait vivre presque 10 ans. Puis deuxième phase de cette faillite, c'est la grande crise financière de fin 2019, début 2020. Vous vous en souvenez? Non, parce qu'elle n'avait pas eu lieu, parce qu'on a inventé le Covid. C'est génial, ou en tout cas, se non è vero, ben trovato. Ils l'ont bien trouvé. Donc, cette crise du Covid, elle en tout cas, nous a permis, par une montée en puissance de la dictature, de l'État totalitaire un peu partout, sous des prétextes évidemment que l'on sait, de congeler la crise pendant quelques années. Et là, on commence à sortir. Et puis, heureusement, Poutine nous sauve du Covid. Il n'y a plus de Covid depuis février 2022. On n'en parle plus de vaccin, plus rien. Bon, il y en a qui meurent beaucoup bizarrement depuis 2021. Mais enfin, là, on passe à autre chose. On passe à une autre vitesse. On passe à une vitesse supérieure. Cette guerre chaude qui commence à grandir, elle aurait dû commencer bien avant. Elle aurait dû commencer peut-être en 2016, 2018.
Mais comme on n'a pas eu Hillary Clinton aux États-Unis au pouvoir, et ça c'était une surprise incroyable pour l'État profond qui dirige les États-Unis, on va gagner 4 ans. C'est formidable, on a gagné 4 ans, le monde n'est pas en guerre, avec un risque de troisième guerre mondiale nucléaire, pendant 4 ans supplémentaires. Donc arrive la nouvelle administration, elle remet en place la machine de guerre impériale, sauf que ça ne marche plus, parce qu'on ne peut pas avoir un monde woke, globo-homo, et martial, viril, guerrier. Il faut choisir, c'est un peu comme le mariage entre cousins et la civilisation. Il y a un moment où il faut choisir les deux, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Et là c'est pareil, on ne peut pas avoir un empire martial conquérant, et l'idéologie de la faiblesse, le wokisme, etc. C'est tout. C'est une anthropologie de base. On ne peut pas avoir un soja boy faire du catch, quoi. C'est comme ça. Donc, l'empire de mensonges, parce qu'on connaît tous comment les journalistes, les médias mentent en réalité très très longtemps, et bien ce voile de mensonges se déchire de plus en plus. Il se déchire parce qu'il y a des crises qui montrent la réalité, parce que quand on nous ment sur des sujets qu'on ne connaît pas, on se dit, bon, peut-être, ok, bon, on fait bien confiance. Et nous, en Suisse, on est particulièrement crédule parce qu'on est particulièrement honnête. On a une culture d'honnêteté, de vérité, de dire les choses. Là, c'est une généralité, mais c'est assez vrai, on est d'accord. Et donc, mais le problème, c'est quelqu'un qui croit et qui est sincèrement croyant et qui se rend compte qu'on lui a menti. C'est un peu comme une femme qui découvre qu'elle est trompée, et là, elle devient vraiment méchante. Enfin, un homme, j'imagine aussi. Mais vous voyez, il y a un petit côté où on a presque envie de faire de la surenchère hein, contre ce mensonge ou ceux qui nous ont menti. C'est pour ça que ce soir, quand je vais vous parler de la Suisse, qui clairement, je pense, en tant que pays, en tant que gouvernement, nous a menti extrêmement gravement ces 4 dernières années, je ne vais pas faire la femme trompée qui voit son grand amour lui avoir menti. Non. Je vais prendre une technique très classique d'entreprise, un SWOT, une analyse SWOT, c'est-à-dire, alors en anglais ça s'appelle Strength, Weakness, Opportunity, Threats, c'est-à-dire en traduit en français, c'est les forces de la Suisse, les faiblesses, quelles sont les opportunités et les menaces. Alors je vais inverser, je vais mettre les menaces avant parce que j'aime bien finir avec du positif, mais c'est pour un petit peu voir comment cet effondrement, à mon avis, alors je parlais des journalistes qui nous mentent, mais on a aussi des intellectuels qui nous ont menti. Il reste qui comme intellectuel? Alors en France, on en a un ici ce soir, mais qui d'autre? Des grands intellectuels qui marquent et qui font l'effort. Après on peut être d'accord ou pas, mais moi j'aime bien Emmanuel Todd. Son dernier bouquin était excellent. Bon, il y a eu De Benoît à un moment, avec ses qualités et ses faiblesses. En Suisse, Eric Werner, qui est ici à la Tour de Paix, qui est génial. Mais en fait, on se rend compte que ce mensonge, il éclate partout. L'université, elle vaut de moins en moins, à moins qu'on fasse ingénieur. Mais qui fait encore lettres? Qui peut encore embaucher quelqu'un qui sort de l'université? Ça vous fait du mal d'avoir un diplôme universitaire aujourd'hui quand vous arrivez sur le monde du travail. Et ça, on va parler une des forces en Suisse, c'est encore l'apprentissage. Mais donc on a parlé de la justice, qui est de plus en plus, même en Suisse, corrompue aux ordres, etc. Je salue la police qui est ici ce soir, qui prend des notes, d'avoir pris du temps au lieu d'être à Vevey s'occuper des dealers de la gare. Si vous êtes là, en tout cas, je salue votre travail, malgré tout. La culture, le cinéma, on n'en parle même pas, c'est devenu n'importe quoi. Alors, ceux de ma génération, vous avez aimé Star Wars, putain, depuis 20 ans, c'est devenu une grosse merde. Donc cet effondrement, en réalité, c'est pour ça que je parlais dans mon premier livre, l'effondrement économique, c'est que cet effondrement, il est déjà consommé, la faillite, elle est déjà là, dans tous les domaines de la société. Il reste juste un truc, c'est encore l'économie. Et celle-ci, elle est encore juste financiarisée en réalité. Si on prend, et je vais vous faire participer au travail, si on prend la Suisse, donc notre pays, si on prend donc les forces de la Suisse, quelles sont les forces de la Suisse? J'ai fait ma liste. Mais on va voir, allez-y. La chimie, la métallurgie, l'horlogerie. Donc ça, c'est donc les industries. Nous avons encore des vraies industries. ABB, dans le Roche, Nestlé dans l'agroalimentaire, bien c'est plutôt financier ici, mais on a encore des belles entreprises. On a aussi de la mécanique, des petites et des moyennes entreprises qui fabriquent des machines qui se vendent en Chine. On a encore cette capacité. Très bon point. J'ai mis économie variée. On a aussi du luxe, de la technologie, on a de la finance, 10% du PIB suisse, ça tourne autour de la banque et les banques privées autour.
quelques banques. Quoi d'autre? C'est quoi nos forces? Les EPFL? Alors, ouais, les cerveaux, les EPFL, donc on a encore une éducation qui n'est pas trop mal. Si vous sortez de l'environnement wokiste, c'est pas mal. Donc si vous sortez des études lettres et autres, vous êtes encore avec un bon niveau qui est reconnu. D'autres? La discipline, on a encore une culture disciplinée. On va voir que tout ça, c'est en train de disparaître. Hein. Mais d'autres idées? L'éducation. Donc l'éducation, voilà. L'armée obligatoire, ou plus ou moins obligatoire, donc le service militaire, c'est que nous sommes des citoyens soldats. Et ça, c'est très important, parce que ça m'amène au point, c'est étonnant que généralement les gens disent ça en premier, c'est la démocratie directe. Mais la démocratie directe ne peut pas exister si vous n'êtes pas un citoyen soldat. Parce que pourquoi accepter le vote d'une personne comme étant égale au vôtre, si ce n'est qu'à la condition que cette personne elle est prête à verser son sang, tout comme vous, pour défendre le bien collectif. On l'oublie trop souvent, hein. Chez les Grecs, on ne faisait pas voter l'ouvrier immigré ou même les femmes, parce qu'il fallait aller se péter la gueule contre les Perses ou contre quiconque on était en guerre à cette époque. Donc démocratie, économie, variée, quoi d'autre? Déjà, ça se perd gentiment comme tout, mais un droit qui reste relativement libéral sur les armes. Alors, c'est important, oui. Donc le citoyen armé, par définition, il faut qu'il s'arme, qu'il soit dans le cadre d'une armée de milice ou à titre privé, c'est important, c'est la première ligne de défense du citoyen, pas du pays, le citoyen en armes. Quoi d'autre? J'en ai encore beaucoup. Le droit à la propriété? Alors ça se perd aussi, mais on a le droit à la propriété. Je trouve bizarre qu'ils vous taxent votre maison, même quand vous êtes 100% propriétaire de votre maison. Mais le droit, c'est quelque chose qui est culturellement très, très fort en Suisse. C'est à nous et à nous. C'est à moi. C'est moi, c'est mon bien, ma maison. Bienvenue. Après, bien sûr, l'hypothèque et tout, bon, ça rend les choses plus compliquées. Ce qui implique aussi qu'on n'aime pas les impôts très élevés. On a une culture à part les fainéants, les esclaves au sens de Nietzsche, donc les gauchistes, j'ai pris un... Parce que j'ai des arguments gauchistes ce soir. Hein. Alors, je vais les mettre tout à l'heure, j'ai mon béret. Mais en gros, nous n'aimons pas les impôts. Mais on est d'accord d'en payer un petit peu. C'est quand même halluciné qu'on a quand même voté pour l'augmentation des impôts, notamment la lignette autoritaire à l'époque, c'est de mon âge, vous vous souvenez. Ça veut dire qu'à un moment, on a un sens des responsabilités. On dit non, mais cet impôt-là, on ne le veut pas, mais celui-là, on le veut bien. On est capable de faire ça. On est un pays à l'origine rurale. On n'a pas de noblesse, on n'a pas d'aristocrate. Ça fait qu'on a moins de goût dans les choses. Vous allez même à Bruxelles, vous voyez, les gens, il y a un goût de la finesse. Et tout. Ça, c'est les pays qui ont de l'aristocratie. Parce que les péouses, on n'a pas de goût. Mais on est solide en revanche. Parce que l'aristocrate, le mec qui chargeait sur son cheval avec en armure, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Donc, on a une forme de ruralité encore puissante, encore forte, qui nous enracine et qui nous rend un peu comme le gros chêne inamovible, un peu rude. Vous êtes d'accord? Je veux dire, quand je dis qu'on n'a pas de goût, c'est on a quand même des casettes ensuite. On ne peut pas habiller en Rome, Paris, quoi, au niveau de l'élégance vestimentaire. Ma mère, elle devient folle en Suisse depuis qu'elle est ici, mais bon, c'est comme ça. Moi, je rien à foutre, mais je peux comprendre que voilà. On est aussi l'État, comme j'allais dire, on est un petit État, un petit pays, mais l'État est petit. C'est pas un État lourd, c'est pour ça qu'on a ici une fiscalité faible. L'État, il est déjà énormément trop lourd à mon goût, mais il est quoi, 25-30% du PIB. Donc c'est relativement raisonnable à gérer. On a encore un contact personnel avec les élus. Je veux dire, tu peux les voir dans la rue, tu peux leur parler dans le train. Alors je trouve qu'on devrait les engueuler un peu plus, on va en parler, mais voilà. Donc on a parlé des industries, de la mécanique, l'apprentissage. Ça, c'est qui est valorisé aujourd'hui. Je veux dire, dans beaucoup de pays, quand tu dis « Ah oui, alors je vais faire un apprentissage de mécanicien », les gens te regardent en disant « C'est débile, toi, t'es pas capable de faire des études. » Mais non, c'est génial. D'abord, il va gagner beaucoup plus d'argent que le mec qui va faire un journaliste. Ça se trouve, il aura une sexualité plus saine. Et surtout, il travaille avec ses mains, parce qu'il faut être intelligent pour travailler avec ses mains. Moi j'ai fait informatique, marketing, du bullshit. Et en travaillant mon potager, je me rends compte qu'il faut réfléchir pour bosser avec ses mains. Donc ça, c'est une grande force qu'on a en Suisse. Ça va de l'apprentissage
d'employés de commerce, à l'apprentissage de plomberie, de tout ce qu'on veut. C'est génial. Ça, c'est une force qu'on a qui est sous-estimée, mais qui est importante. La subsidiarité. C'est un terme un peu savant, mais en fait, c'est que on fait des trucs au niveau de la confédération, des trucs au niveau du canton et des trucs au niveau de la commune. Et si on peut le faire au niveau de la commune, on ne le fera pas au niveau du canton normalement. Ça, c'est top. Parce que c'est ça qui permet d'avoir des coûts réduits et de ne pas avoir des bousins hyper centralisés comme chez nos amis français. Alors, qui est Frousse dans la salle? On vous aime bien. On vous aime bien. Faut un peu surveiller les passages dans les bateaux, à mon avis, mais vous aime bien. On a un cadre de vie, je parlais de jardin tout à l'heure. On a un cadre de vie agréable en Suisse. Il fait beau, c'est beau, il fait beau en général, même enfin, ça dépend de où. Moi je suis au-dessus de 1000 mètres, donc il fait toujours beau. Puis voilà, le Val est beau, il y a assez de soleil, mais c'est vrai que lorsque vous devez choisir, je mets non je ne l'ai pas prise, mais je mets une casquette de businessman. Vous devez installer votre multinationale à travers le monde. Tout le monde vous fait vous dit viens à Dublin, pas d'impôt. Viens à Bruxelles, pas d'impôt. Viens en Suisse, 10% d'impôt pendant 15 ans. Ouais, mais en Suisse, c'est beau. Puis en Suisse, il y a des infrastructures. Puis en Suisse, il y a des bonnes universités. Et pas avec Molenbeek ou Dublin, où les mecs sont bourrés tout à l'heure. Non, ici, c'est solide, ça va fonctionner. Ça fait une différence. C'est pour ça qu'on attire des Philippe Maurice, des machins, même si on ne les aime pas, peu importe. C'est pour ça qu'on attire les Colgate, les Genève, c'est un des cœurs mondiaux du trafic de celui-là aussi, mais je pensais plutôt aux céréales, au pétrole, etc. Et il y a beaucoup de blanchiment encore. Donc cadre de vie est agréable pour les entreprises, on a les sociétés internationales, mais même Bâle, Zurich, c'est super agréable comme lieu de vie. Vous venez, vous êtes 4 sup, vous dites bon, je dois vivre à Bruxelles ou je dois vivre sur la Gold Coast de Zurich. Ça se discute, mais ça attire pas mal de monde d'être en Suisse. Quoi d'autre? Allez-y, il y en a encore. Oui, on a une agriculture, on va en parler tout à l'heure. Il y a des problèmes dans l'agriculture, mais on a une bonne agriculture qui est préservée, qui est chère, extrêmement chère, mais qui est préservée parce que justement on veut que notre pays reste un jardin et qu'on produise encore nous-mêmes, selon nos traditions, des éléments. Très très cher, mais c'est une bonne dépense. Et on devrait être payé plus cher pour notre bouffe, je trouve. Quoi d'autre? Neutralité monétaire? Alors, neutralité tout court déjà, très bien. Neutralité monétaire, historiquement, je sais, ouais, bon, historiquement un peu, de moins en moins, c'est nous qui donnons l'euro trop cher, ça nous coûte très, très cher. C'est quoi la BNS 139 milliards il y a 2 ans de pertes, l'année dernière c'était 2, donc ça s'est un peu amélioré. Ça coûte cher de maintenir l'euro, je note parce que j'ai écrit comme un cochon. Ça on a dit. Quoi d'autre? Il y a encore des trucs. L'infrastructure, chemin de fer, autoroute, c'est aussi une des sources de notre richesse. Il y a au 19e siècle les chemins de fer. Les tunnels, le Gothard. Tunnel, Nord-Est, donc commerce. Chaîne de montagnes. Les montagnes, on est un château d'eau, et donc qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? Par la boire. Exactement, source d'énergie, hydroélectricité, et même nucléaire. On a un petit peu d'autonomie, en tout cas. Voilà, on va parler des problèmes, mais en tout cas, on a une assez bonne autonomie électrique. On a une culture du consensus, et donc on a des débats polis. Le fait d'être armé, ça aide. Mais c'est sûr qu'en général, on peut s'engueuler sur un plateau télé. Moi, je me souviens d'émissions où le représentant du DC et le représentant du Parti Socialiste, à la fin, ils rentraient ensemble dans la même bagnole chez eux, dans le même canton. Alors, c'était il y a 15 ans, mais peut-être que c'est encore possible. Mais on a cette culture, on a cette tendance. Alors, c'est à la fois, alors je vais vous dire un secret, moi, en tant qu'Italien, quand je suis arrivé en Suisse, un des trucs que j'ai remarqué, c'est putain, ils sont énormes, les Suisses. Putain, accouche avec tes. Faut faire maintenant. Et les mecs, ils discutent. Mais en fait, c'est une force de trouver le consensus. Alors, déjà, le fait d'être lent, ça fait qu'on n'adopte pas toutes les conneries que font les autres au moment où ils les font. Bon. On prend 10, 15, 20 ans de retard avant de décider que c'est super bien d'avoir les cheveux bleus, de faire des politiques bizarres dans la société, etc. Bon. Mais c'est surtout génial, une fois qu'on est d'accord, on est d'accord. On ne va pas s'énerver tout le temps comme tous nos voisins autour le font. Et ça, c'est une sacrée force, parce qu'une fois qu'on est convaincu, on est convaincu.
Bon, Ça amène un sentiment de sécurité, je pense. sans doute. Ah, ouais. Alors, on a aussi, alors autant j'aime pas, mais l'administration, elle est assez efficiente en Suisse. D'autant que maintenant, tout est sur Internet et ça marche. Tu veux refaire ton passeport, pouf, paf, pouf, tu te pointes, clac, photo, c'est fini, tu l'as. C'est hallucinamment efficace. Alors, il faut payer, hein, je trouve quand même, moi. Mais c'est super efficace. Il me semble qu'on paye assez d'impôts. Mais, donc, infrastructure de qualité, on est un pays cher. Alors pourquoi je mets ça à moi? Ah oui, pourquoi est-ce que c'est une force? Parce que qui dit cher dit au salaire. Donc en fait, on est habitué, on est exigé des salaires assez élevés. Donc on ne se vend pas, on ne tapine pas au marché. Je veux dire, on tapine si le dictateur africain il nous donne vraiment beaucoup d'argent. Là oui, mais à moins de 5 000 balles par mois, t'as pas envie de bosser quoi. Mais ce qui attire aussi, tout ça attire des gens riches. Et les gens riches, alors c'est pas des aristocrates, forcément, mais comme Stade ou Grand Montana ou plein d'entrepreneurs en Suisse, qu'est-ce qu'ils ont l'avantage, les gens riches qui viennent en Suisse? Pour la sécurité. Ils exigent et ils profitent de la sécurité. Quels sont les avantages des riches? Peu d'impôts. Ils n'aiment pas payer beaucoup d'impôts, souvent ils négocient un forfait. Ils investissent. Ils investissent et ils dépensent. Parce que le chalet à 15 millions, les 30 mètres carrés à 15 millions avec Stade, et c'est pas perdu pour tout le monde, donc ça fait tourner les notaires et malades. Il y a un vrai ruissellement dans l'économie de dépenses. Alors je suis sûr qu'on pourrait avoir une analyse marxiste qui va à l'encontre de ça, et je peux l'écouter, mais certainement c'est une richesse. L'immigration, pour moi c'est une force. Il faut que je précise. Il faut que je précise. Pourquoi l'immigration est une richesse en Suisse? Pour plusieurs raisons. D'abord, historiquement, c'est une immigration choisie et très 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 dure. C'est pas dur pour immigrer. C'est-à-dire que tu venais pas et tu faisais pas n'importe quoi tu voulais. Soit tu venais pour un contrat déterminé, tu fais la saison, tu fais le fameux saisonnier, ou permis renouvelable, pas toujours facile, pour faire un travail donné, et ensuite, merci, au revoir. Est-ce que tu es content? Oui, non, au revoir. Comme à Dubaï. Et il n'y avait pas de oui, mais racisme, ta gueule. Tu bosses, tu as un contrat, tu es payé, tu es d'accord? Oui, ok, tu fais. Personne ne l'a ramené à l'époque. Et certes, il y avait sûrement de l'exploitation, mais à partir du moment où il y a un contrat, et à partir du moment où les frontières sont ouvertes dans les deux sens, ça fonctionne. Premier point. Ensuite, il y a une immigration choisie d'élite. Pendant longtemps, parce que moi je me souviens des années 70, j'étais à l'école avec des Grecs, des Saoudiens, des gens, ils n'étaient pas ici pour travailler dans le bâtiment. Mais simplement, Genève, c'était les Nations Unies, les grandes sociétés. Et donc, ça apportait des gens de QI élevé, par définition. Des gens plutôt dans la courbe de distribution des compétences, qui sont plutôt dans le sens élevé. Ma sœur, elle était avec la nièce de Ben Laden. C'est des gens de qualité, quoi. Intellectuellement en tout cas, et plus tard de travail. Non, mais elle est très gentille. Je pense que son oncle aussi, ça se trouve. Je ne vais pas aller dans ce tangente là-dessus. Donc, cette immigration, elle a aussi été gérée d'une manière habile. C'est-à-dire, au lieu de mettre tout le monde dans un HLM, alors vous allez voir, évidemment, on le sait tous, c'est plus comme ça. Mais pendant longtemps, c'était un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu dans tous les quartiers. Et donc, en étant saupoudré, le type qui vient de n'importe quel pays du monde, qui sort le matin, en face de lui, il y a des Suisses, il y a un Italien, il y a un Espagnol. Et donc, son émulation, son exemple à suivre, c'est des Suisses, un petit peu des Italiens, un petit peu des Espagnols. Mais ce ne sont pas dans un immeuble où il n'y a que des mecs d'Algérie ou que des mecs de, je sais pas où, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je vais essayer de politiquement correct ce soir. Comme il n'y a pas beaucoup de lobby papou-guinéois, ça va. Et donc, cette distribution fait qu'on a l'émulation de... Ton exemple, c'est pas le mec qui tient le pilier qui fume des pédos, c'est un mec qui va bosser, qui fait son apprentissage, ou qui va à l'université, ou qui travaille. Et vous allez voir, j'ai quelques chiffres, on a des taux de chômage de dingue en Suisse, très très bas, c'est quand même incroyable. Depuis toujours, la dernière fois on a eu du chômage, c'est les années 70, puis on se plaint, ouais, mais en 91, on a eu 4,1% de chômage, enfin, pendant une année. Mais il y a des pays qui tueraient pour avoir des taux de chômage comme ça. Bref, ensuite, on a aussi, ça c'est une particularité, une variété presque aussi grande que le monde entier d'immigration de partout.
on n'a pas un empire colonial qui nous fournit, comme chez nos voisins. Regardez en Allemagne, leur empire colonial, terrible, ils sont pleins, les Suédois qui ont colonisé le monde, et surtout avec la moitié de l'Irak, ils ont 15 ou 20% de leur population musulmane maintenant. Chacun dit ce qu'il veut de l'islam, c'est pas un problème, mais c'est bizarre. Bon, ben, nous, on a 200 nationalités qui débarquent. Donc il n'y a pas cette création enfin, il n'y avait pas à l'origine cette création de trop forte ou très forte de nation dans la nation. Ah, les Portugais, les Italiens, les Espagnols, on était un peu... Mais moi, ça me gonflait d'aller à la messe avec les Italiens. Au bout d'un moment, je préférais pas aller à la messe du tout, et je préférais jouer avec mes copains à Genève, qui étaient, encore une fois, il y avait un Saoudien, il y avait des Italiens, il y avait des Suisses, il n'y avait pas beaucoup de Suisses, en fait, dans les écoles internationales. Mais enfin, voilà, il y avait une émulation qui fait qu'on ne créait pas les ghettos. On a le droit de dire ce mot aussi. Je fais de plus en plus gaffe. Non, mais bien sûr. Donc ça, c'est nos forces. Maintenant, c'est quoi nos faiblesses? On va essayer d'être raisonnable et pas trop taper sur notre pays, mais à un moment, il faut aussi être qui aime bien, châtie bien. J'ai aussi fait une petite liste. Je vous fais bosser ce soir. C'est quoi nos grosses faiblesses en Suisse? La corruption. Intéressant que ce soit le premier qui sorte. Parce que ça, dans le temps, il y a 20 ans, on aurait dit corruption. Les gens se seraient offusqués. Alors qui s'offusque ce soir? Mais la corruption, il y a 20 ans, elle existait aussi. Sauf que on avait ce voile de mensonge, et puis surtout, le boulot était fait. Il y avait de la corruption, l'autoroute, elle était trop chère, elle mettait trop de temps à se faire, mais elle se faisait. Aujourd'hui, si on s'y erre, ah vache, même. Alors ici, vous en avez une belle, hein, genre niveau corruption, là, au-dessus, là. Je sais pas si vous voyez l'autoroute qui est au-dessus. Ah, je peux dire qu'il y a des piscines qui ont été financées par ça. J'avais mis ça en troisième, c'est marrant, c'est intéressant. Ah, il y a des gros, allez, ça c'est facile. Quoi d'autre? L'euro. Pratique, pourquoi? L'Europe et 60% des exportations d'industrie suisse partent en Europe. Ouais, on est complètement intégré à l'économie, bon, globale bien sûr, mais surtout l'économie européenne. Et pire que ça, bon, j'avance vite, hein, parce que je sais que vous osez peut-être pas, mais on est complètement inféodalisé à l'Union européenne et donc inféodalisé aux États-Unis. F-35, processus d'achat super clair, super propre. On a acheté un truc super cher, super nul. La démocratie directe, elle est où là? Et quand on vote pour l'expulsion de petits chenapans d'origine étrangère, pourquoi on n'applique pas la loi? Elle était pourtant votée. Donc la démocratie directe, là aussi, il y a ce qui, comme disait notre oncle Joe, ce qui compte, c'est celui qui compte les voix. Et moi, je commence à avoir des témoignages de gens qui sont directement impliqués dans le comptage des voix en Suisse, dans certaines grosses communes, comme Genève, pour pas la nommer. Putain, ils me disent, l'informaticien qui rentre les informations dans le truc, il n'y a personne qui vérifie ce qui rentre. Donc, il se passe quoi? Donc, journaliste, faites un peu votre boulot. Mais bon, on sait que, voilà, ça marchera pas. Grosse faiblesse, on est 8 millions. On est 8 milliards dans le monde, on est 8 millions en Suisse. Moi, quand je suis arrivé, on était 4, 3,5. Ça bouffe, ça pollue, ça roule, ça pollue, ça nécessite des logements, donc ça bouffe la terre agricole. Entre Genève et Montreux, la vache, il fut un temps où il n'y avait pas autant de maisons, autant d'immeubles, etc. Donc ça met énormément de problèmes. Ouais, on est même 1 million de plus, et surtout on n'a pas de matière première. On va en parler des matières premières, effectivement. On a de l'eau, on a beaucoup de drogue, j'ai noté. Mais on n'a pas beaucoup de pétrole, on a 0% de pétrole. C'est 97% des hydrocarbures sont importés. Les 3%, je ne sais pas où ils les ont, mais c'est peut-être de la biomasse, ouais, mais voilà, très bien. Mais on est 8 millions avec une faible natalité. Donc on ne se renouvelle pas, nous, mais il y a plein de gens qui démarrent. Si je vous dis idéologie, on est quand même inféodé à toute l'idéologie mondialiste. Alors moi je la note gaucho-globo-homo, mais j'ai rien contre les homos, mais quand ils sont ensemble avec le gaucho-globo-homo, vous avez vu, on a quand même un mois des fiertés maintenant, comme aux États-Unis. Alors il y a un mois pour les fiertés black, il y a un mois pour les fiertés multicolores,
Mais moi, ils sont où les fiertés blanches alors? Attention, parce que ça va aller vers ça. Moi, j'ai vécu à San Francisco, enfin, c'est une petite tangente, mais j'ai vécu à San Francisco dans le quartier Castro Street, plutôt vers le haut. Donc dans le quartier ultra gay, un peu comme le Marais à Paris, etc. Les gens, ils sont sympas, etc. Puis ils vivent leur vie, et c'est comme dirait l'autre, une activité de loisir tout à fait, je peux pas dire respectable, mais c'est de la vie privée, quoi. Donc, chacun fait son truc. Moi, je raconte pas ce que je fais avec ma copine. Bon, n'oubliez pas, vous faites sûrement pire. Et donc, quoique, je suis pas sûr. Et bref, si, on est calme, on est gentil. À mon âge, on se calme. Et donc, cette idéologie est une idéologie qui fait partie du soft power qui commence à devenir un peu moins soft quand tu te la prends là, je pense. Surtout quand tu es un gamin maintenant et qu'on essaie de te faire changer de sexe alors que tu n'as pas encore le droit de voter, etc. Et qu'on encourage ça dans les écoles, là ça commence à rentrer dans ma sphère de défense personnelle, des choses qui sont à moi, mes enfants. Et quand tu commences à venir à l'école, alors pas à Genève, mais quand tu commences à venir à l'école pour t'expliquer que tout ce vaut, enfin bref, toute cette idéologie que d'autres expliquent bien mieux que moi, commence à nous pourrir, surtout dans les villes, et commence à avoir des conséquences. Quelqu'un est allé à Lausanne récemment? Mes enfants, la dernière fois qu'on était à Lausanne, ils nous ont dit Papa, comment il dit déjà Trump pour qualifier Haïti? Moi je dis shithole. Je sais pas si ça s'applique, mais j'ai compris l'idée. Ouais, putain, la Riponne, le centre-ville de Lausanne, la vache quoi. On a aussi une bureaucratie croissante. Autant elle est efficiente, elle est de plus en plus présente et nombreuse. Ça c'est embêtant. Et puis, alors ça c'est le côté très particulier à la Suisse. Je parlais tout à l'heure du flic qui est réveillé sur le canton de Vaud. J'ai des discussions très, très intenses avec un ou deux juges en ce moment pour des questions d'excès de vitesse. Ils n'arrivent pas à comprendre mon exceptionnalisme personnel. Je dis non mais c'est pas moi qui roule vite, c'est les autres qui roulent lentement. Enfin, bref. Ça c'est quand on... Ouais, c'est compliqué. Et bref, le côté précis, ordonné du Suisse, quand c'est le chaos et le bordel qu'on a et qu'on n'arrive plus à suivre parce qu'on est 8 millions et qu'on fait de plus en plus n'importe quoi, et c'est inévitable avec le nombre et avec les origines diverses, machin, eh bien il se renforce de plus en plus et évidemment il va énerver les rares qui sont d'abord solvables et ensuite il va rendre la vie difficile à tout le monde. Parce qu'avant on pouvait un petit peu s'arranger parce qu'on savait qu'il y avait une rigidité très forte et que donc, bon, mais maintenant c'est un peu chaotique. Mais c'est pas chaotique sympa comme chez moi en Italie à l'origine. Donc, je sais pas, je laisse l'idée en l'air. Je vais prendre des statistiques. Ouais, le manque de cohésion. On n'est plus comme avant. Vous savez, il y a un truc en Suisse, on l'a pas dit, j'ai oublié de le dire, mais il y a une force en Suisse. C'est les gens qui habitent là-bas. Comment on les appelle déjà? Les Suisses allemands, nos amis Suisses allemands. Ils nous ont quand même sauvé la Cohen en 92, 92. Quand il fallait voter pour rentrer dans l'Union Européenne, dans ce machin. Vous imaginez la catastrophe si on était rentré dans l'Union Européenne, on aurait été pillés, ils nous auraient volé tout, enfin bref. Ils nous ont sauvés les Suisses allemands. Donc il faut être sympa avec nos amis Suisses allemands. Ils ont l'air comme ça un peu, mais en fait ils sont bien. Et franchement ils sont bien. Il y a aussi un gros problème dans le manque de cohésion en Suisse, c'est la différence ville-campagne. Bref, entre le centre-ville de Lausanne et voilà, la vallée du Valais, par exemple, il y a des mentalités, des idéologies, des manières de voir le monde qui sont très différentes. Et si un temps on avait ce sens du consensus, aujourd'hui, alors à Lausanne, le consensus, ok, mais aujourd'hui il y a presque de l'hostilité. Et ça devient de plus en plus difficile, et souvent les pays vont en sécession, alors on n'en est pas là, hein, mais vont en sécession ou en guerre civile, quand c'est irréconciliable, la vue du monde est irréconciliable, comme dans un couple, entre des parties différentes. Et on voit ce phénomène dans plein de pays du monde. On le voit aux États-Unis, entre les villes et les campagnes, on le voit dans beaucoup de pays où il y a encore une agriculture et une vie rurale importante. Alors la vie rurale suisse, elle est rurale culturellement plus qu'économiquement, puisque les paysans dans la ruralité, ils ne sont pas nombreux, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent en ville, mais qui vivent encore à la campagne, et qui finalement, parce qu'on est un petit pays, donc on n'a pas beaucoup de trajets, il n'y a personne qui fait 3 heures de route le matin et 3 heures de route le soir. Ça n'existe pas, aux États-Unis ça existe.
et en France aussi. Donc, on a ce problème. Parler de l'euro, donc la banque, j'avais noté Banque nationale suisse qui claque tout son fric pour sauver l'euro, perte de neutralité. Moi, je dirais qu'on a une faiblesse qui est terrible, et ça, c'est le Covid qui l'a amené, mais je ne peux parler que pour moi, vous me dites si vous êtes d'accord. C'est qu'on parle de. Je suis invité ce soir, merci encore, par le cercle Rousseau. Rousseau a notamment beaucoup écrit sur l'idée du contrat social. Qu'est-ce que tu donnes en échange de ce que tu reçois, des deux points de vue, entre l'État, entre les dirigeants, le pouvoir et les gens en dessous, enfin les citoyens. Et moi, j'ai ce sentiment très fort qu'à partir du 2020, avec le Covid, ce contrat social, en tout cas en ce qui me concerne, était rompu. Moi, je me sens, pas d'un point de vue légal, pas d'un point de vue formel, parce qu'ils peuvent m'envoyer les flics et me foutre en tôle. Ils peuvent le faire, ils le font de temps en temps. Mais j'ai l'impression que le côté où l'État me garantit prospérité, sécurité, et en général, il me dit plus ou moins la vérité, parce qu'on fait tous partie, on est tous des citoyens. Alors c'est très naïf, mais c'était un peu ça l'idée de devenir suisse. Moi, quand je me suis naturalisé, je trouvais génial cette. Alors à ma sœur, on lui a posé des questions de fille, quoi. C'était nul. Il me demandait quelle est la rivière qui démarre en Suisse et qui finit dans la mer du Nord. Bon, mais chez moi, c'était bon. Alors le canton de Vaud, combien de députés, comment ça fonctionne, combien de conseils d'État. Enfin, voilà, c'était très politique. Et c'est quoi les valeurs et comment on fait le papet vaudois. Je me souviens de la question. Mais, donc voilà, il y a un peu de culture, un peu de politique, ce qu'il faut pour être un citoyen. Et c'est sous-entendu que l'État, parce que c'est des citoyens comme nous, qui ont pris une responsabilité supplémentaire pour aller à la commune, au canton ou à la confédération, ils ne mentent pas. Ils ne racontent pas des conneries. Du moins pas trop souvent. Ou alors quand ils le font, c'est pour protéger le pays. Mais bon, le Covid, il se trouvait que j'avais écrit un bouquin sur les pandémies en 2016. Je vais interroger pas mal de spécialistes des pandémies. Je prends juste 2 minutes sur ça parce que c'est pas mon histoire à moi, mais peut-être vous avez aussi les vôtres. Et j'avais interrogé notamment les gens de Spitz, qui sont des responsables de l'armée pour la défense contre notamment tout ce qui est RBC, y compris les pandémies, donc le risque biologique. L'hôpital de Genève, qui est spécialisé pour les maladies émergentes, notamment tropicales, etc. La protection civile, qu'on connaît tous, enfin voilà. Et ils me disent tous, non, mais sans problème, quoi faire en cas de pandémie, on fait ça, on coordonne comme ci, comme ça, entre l'État, la Confédération, les cantons, les hôpitaux, les cliniques privées à qui on peut demander l'armée qui a le truc, et qu'est-ce qu'on fait? On isole les malades et on fait en sorte que l'économie tourne, parce que sans économie, il n'y a plus moyen de gérer une pandémie. Ok. Et tout ça, qui est au courant? Mais tout le monde est au courant, on a un document, ça s'appelle Plan de pandémie, voilà, on le met à jour tous les 2-3 ans, tout le monde là, l'armée, les protections civiles, les hôpitaux, la Berne, les mecs, ils ont ce truc. Ils ont un tiroir en disant « Ah, pandémie », ils ouvrent le tiroir, ils prennent le plan, les mecs viennent, ils disent « On signe où ? On signe là », et on met en place le plan. C'est comme ça que tu gères, tu as un truc prévu. Et ce truc prévu, en fin février 2020, propose, je connais des gens qui étaient dans la pièce, propose le truc, et les types te disent ouais, non, on va pas faire comme ça, on va faire autre chose, c'est l'OMS qui nous a dit qu'il faut faire différemment, on va faire différemment. Donc déjà, what the fuck? Pourquoi? Qui? Comment? Enfin, je veux dire, parce que quelque part, toute cette administration, encore une fois, protection civile, l'armée, les machins, les hôpitaux, c'est une émanation de nous. Parce que pendant des années, on travaille avec eux, puis c'est nos cousins, nos frères, nos sœurs, ils travaillent, ils établissent un plan en cas d'un problème qui touche tout le monde. Quand on arrive en face à un gouvernement et il dit « Ouais, non, on improvise. » What the fuck. Donc, 4 ans après, maintenant on commence à savoir un peu, mais on sent surtout que c'était malveillant. C'était pas du tout bienveillant. Donc non seulement ils ont fait des conneries, mais en plus c'était exprès pour nous faire du mal. Alors on pouvait avoir un avis différent, mais moi c'est comme ça que je le lis, c'est comme ça que je comprends. Donc moi, leurs impôts, leurs règles, la loi et tout ça, ils peuvent se la carrer très profondément, je pense. Alors évidemment, le juge, quand il me dit « Mais vous rouliez quand même à 90 sur l'autoroute ce jour-là, alors c'était 60 ». Je dis « Alors d'abord 60 sur cette putain d'autoroute, Vevey-Montreux, vous me cassez les couilles avec ces histoires. Voilà, monsieur, votre ton, ouais, mon ton. Deuxièmement, mais vous êtes qui, vous, un juge? Mais moi, voilà, vous n'avez plus d'autorité sur moi. Enfin, quand même, vous allez voir, je vous foutre une amende, vous allez voir l'autorité. Oui, mais il n'y a plus le côté pédagogique, puisque je ne vous reconnais pas comme étant une autorité sur moi. Alors il va me la foutre, à l'amende. Et je vais devoir la payer parce que je n'ai pas envie d'aller en prison.
Et si tu la payes pas et que tu veux pas aller en prison, un tôt ou tard, ils t'envoient les flics chez toi, et si tu dis non, ils te flinguent. Ça, c'est l'État. Malheureusement, il faut le savoir, l'État, il va te buter, hein, si t'es pas d'accord avec lui au bout d'un moment. Mais je serais pas d'accord avec lui, mais je vais tempérer. Mais comme Orwell dans 1984, les yeux dans les yeux, tu n'auras pas mon âme. Bref, alors bon, peut-être que je suis un peu extrémiste, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ce contrat social, il s'est brisé chez beaucoup de gens. 40% ont voté contre les lois totalitaires qui ont été mises en place pour le Covid, qui nous ont été vendues pour oui, il faut sauver les PME. En plus, c'est mensonge, mensonge, mensonge. Les journalistes, c'est du mensonge, les juges, c'est du mensonge. On est dans cet empire du mensonge, nous aussi en Suisse, cet empire de excellent, super slogan qu'a inventé Vladimir Poutine pour qualifier l'empire américain, mais on est en plein dedans. Et donc à un moment, en tout cas, faut en être conscient que c'est plus bienveillant. L'État n'est plus notre ami. Je pense personnellement que l'État est notre ennemi dorénavant. Jusqu'à ce qu'on reprenne le pouvoir. Je ne sais pas encore comment, c'est pas mon job, mais je pense qu'on est nombreux à devoir réfléchir comme ça. Ça, c'était pour les faiblesses. Je vais finir par les opportunités, donc j'inverse un peu. Alors, c'est quoi nos menaces? Donc, on passe aux threats, les menaces. L'Union européenne. Ouais, c'est une menace. Dans quel sens c'est une menace? Économique, Perte de souveraineté. Perte de souveraineté, santé, tout via leurs règles. Mais pourtant, c'est super démocratique, l'Union européenne. Ok. Mais l'Union européenne, c'est aussi être inféodé donc aux États-Unis, c'est être inféodé à l'OTAN. C'est pas par hasard qu'on a chopé des F-35. Et c'est pas par hasard, pour ceux qui sont peut-être officiers ou officiers supérieurs dans l'armée, que vous êtes présents ici, je vous connais pas, mais vous avez vu comment il y a eu des changements dans les échelons supérieurs de l'armée ces derniers mois, ces dernières années. Clairement, on est en train de nous tordre le bras pour nous. Il y avait deux grandes écoles. Il y avait ceux qui se disent non, la Suisse, seule indépendance, et puis on se débrouille. Et ceux qui disent non, mais il faut être dans l'air du temps, l'avenir c'est l'OTAN. C'est un peu comme rejoindre l'armée allemande en 1944, quoi, rejoindre l'OTAN aujourd'hui. C'est rejoindre le camp maléfique. Voilà, ok, mais surtout, c'est une longue discussion, mais surtout le perdant, les mecs qui sont dans le contraire au sens de l'histoire, c'est les colonisateurs, mais dans le mauvais sens. Enfin, oula, comment je vais mettre ça simple en une minute. C'est les mecs qui, faute de pouvoir coloniser le monde, ils font venir des gens à coloniser chez nous. C'est comme ça qu'ils réfléchissent en fait. J'ai enfin pigé ça pour ça, l'école marxiste fait des justes. Il y a un côté colonisateur. Alors les menaces, on a une armée rikiki. On était 800 000 quand maintenant on est 110, 115 000, 150 000. Ça se perd. L'OMS, qui on ne sait pas d'où il sort, ils sont à 3 mètres d'où j'habite à Genève. Criminalité qui monte, ça c'est une menace. Alors j'ai quelques chiffres. Parce que je suis allé faire 2-3 stats. J'ai fait des captures d'écran. Auto-approvisionnement de nourriture en Suisse, 52% en 2021, 45% aujourd'hui. Donc on produit 45% de ce qu'on consomme, avec du pétrole qu'on importe. Donc si t'enlèves le pétrole, je veux dire qu'on va crever la dalle en Suisse, ça me fera du bien, mais c'est quand même assez violent. Alors énergie, dépendance, alors la Suisse couvre 73% de ses... Non, 73% de nos besoins énergétiques, tout compris, proviennent de l'étranger. Et ça inclut l'électricité qu'on produit nous-mêmes chez nous. Donc ça fait une chier, comme on dit chez nous, comme on dit en Haute-sur-Vaud, d'énergie qui vient. Alors c'est 63% de notre... même pour le nucléaire, on est dépendant évidemment, on n'a pas beaucoup de stock d'uranium. Puis en fait, on a 3% de produits de gaz naturel qu'on fabrique, et c'est tout. Le reste, c'est... Alors, produits pétroliers, d'où ils viennent? 33% du Nigeria, vous allez être gentil avec les Africains dans la rue dorénavant. 14,2% du Kazakhstan, alors si vous voyez des Chinois qui parlent russe, c'est des Kazakhs. Et donc il faut être gentil et poli avec eux. Et puis les États-Unis, 32%. J'aurais pensé que ça venait d'Algérie. 32% de nos produits pétroliers viennent des États-Unis. Ça explique peut-être des trucs. Je pense que les comptes au Panama, ce serait intéressant d'aller voir qui de nos conseillers fédéraux. Non, on va pas. C'est intéressant aussi d'aller voir. Alors ça, c'était une autre chose, je vais aller vite.
J'ai pas de preuves, donc je ne peux pas m'avancer, je ne donnerai aucun nom, mais il y a un Bercé qui allait maintenant à un niveau de job, là, vachement bien à niveau européen, comme par hasard. Alors 10% de... Notez que c'est un socialiste. Ils sont tous corrompus, mais ça fait plus plaisir quand on nous montre un socialiste qui est corrompu. Alors, électricité, voilà, 10%, c'est l'énergie hydroélectrique chez nous. Seulement 10%. Bon, on peut vivre avec moins, hein, mais voilà. Confiance dans l'armée, elle est légèrement remontée. Bref, le GSSA va pas... C'est fini, ils ont parti, ils ont loupé leur fenêtre d'Overton pour y arriver. Et puis violence, acte de violence grave. Alors, s'il y a des avocats, vous pouvez me dire exactement à quoi ça correspond, mais 20% d'augmentation en 10 ans, en un an, entre 2021 et 2022, c'est 30%, donc alors ça n'est que 1300 dénonciations. Probablement on peut doubler, ça reste 3 jours, un week-end en France ou 5 minutes à Chicago, hein. Mais c'est quand même beaucoup. Et là, c'est 62% de viols quand même, et 30% des lésions corporelles graves, 3% des homicides, donc on est dans un pays où on ne tue pas trop les gens. Mais enfin, on a eu nos premiers trucs terroristes à la hache, c'était la honte, là, c'était quoi, sur Yverdon? Le mec, j'ai une hache, j'arrête une rame, il y a 30 mecs dans la rame, il n'y en a pas un qui lui pète la gueule. Il a juste une hache, quoi. Enfin, c'est comme ça, il est fini. Surtout, il l'a flingué. Ouais, après la police, bon, mais la police, ça se fait plaisir, faut les comprendre. Ils ont le droit. Bref. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre que j'ai pris? Taux de chômage, ouais, alors taux de chômage, c'est 2,1% en Suisse. Et chez les étrangers, 6,5%. Et puis, au sens de, voilà, chez les jeunes, c'est 6%. Ça va, c'est rien. En Italie, c'est à 30, enfin, voilà, on a encore de la chance. Et c'est ce qui fait mal, en fait, c'est quand on dit on bosse dur, on bosse dur depuis 5 générations, et on voit qu'il y a des éléments qui vont déplier ensuite. Ah, 43% des gens sont en surpoids. Merde. Ça, c'est terrible. Ça, faut faire quelque chose. Moi, il faut que j'arrête de stresser. Et le taux de dette sociale est à 3% aussi. Donc les cassos, il y en a que 3%, c'est pas beaucoup. Et puis c'est tout. J'avais d'autres stades, mais c'est pas important. On va finir quand même parce que on a parlé de criminalité, petite armée, l'OTAN, l'énergie, l'approvisionnement, sécurité de travail. Voilà, bah, ça c'était les statistiques. D'autres menaces que l'on a. La monnaie digitale. Monnaie digitale, ça c'est intéressant. Le jour où on n'a plus de cash, comment on fait pour planquer notre argent? Et surtout, le problème de la monnaie digitale, c'est qu'elle est programmable. Parce que si c'était juste une monnaie digitale, on l'a déjà, ça s'appelle carte de crédit. Voilà. Et c'est quand elle est programmable en disant, ouais, toi. Alors il y a des trucs, ça peut être pas mal. Hein. Moi, je me dis, les types ils me disent, bon, bah, finalement, tant que t'as pas perdu tes putains de 20 kilos, t'as plus le droit de bouffer à tel endroit, machin, on te limite au niveau des calories. Alors j'aime pas le principe, hein, mais l'application peut être intéressante. En revanche, toi, t'as dit un truc sur Internet qui est pas bien, puni 3 jours chez toi sans sortir. Ou t'as trop consommé. 2-3 heures. Ouais, donc voilà, tu peux. Donc le bracelet électronique pour tout le monde. Ou on bloque ta voiture pour que tu puisses pas rouler. Ça peut aller très très loin dans la technologie. Bon, à mon avis, ça va se viander tellement avant. Mais bon. Quelles sont les opportunités? C'est ça qui est intéressant et je voulais terminer un peu en positif parce que. Alors, moi j'ai une conviction personnelle, c'est que cet effondrement économique, il est imminent et inévitable. Alors, ça fait 15 ans que je dis qu'il est imminent à partir de 2020, on est en 2024. Et je vous ai expliqué, je ne peux pas voir Trump, mais ça arrive, cet effondrement. On sent que ça pète dans tous les sens. On veut alors quand je dis nous, c'est l'Occident en général, on veut nous entraîner dans la guerre, parce que je pense que nos élites, les élites, c'est-à-dire au sens de ceux qui prennent notre ami Maffesoli à cette définition des élites comme étant ceux qui ont le droit de dire et ceux qui ont le droit de faire, le droit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des élites naturelles, loin de là. En fait, ils sentent bien que leur place est en danger, ils sentent bien que leurs privilèges ils sont menacés, et donc ils vont nous entraîner vers la guerre. Et à la limite, moi,
vous connaissez, il y a une histoire juive, c'est une blague, donc j'ai le droit, qui dit, il y a 3 coqs, il y en a 2 costauds qui sont dans une arène, et ils doivent se battre, et puis il y a le troisième qui doit aussi se battre, et il est tout petit, et il se dit, mais j'ai plus de chance, il voit les 2 coqs costauds, et il reste dans un coin, il attend que les 2 coqs costauds se fracassent entre eux, et à la fin, il sort gagnant par défaut, parce qu'il a laissé les 2 gros se tuer. Et le type qui racontait cette blague, il disait, on va forcer, enfin, quand je disais on, c'est l'ensemble va forcer les coqs de se battre entre eux. Donc il faut la guerre. Mais la guerre, c'est aussi l'avantage, je n'ai pas fini avec le coq, hein, la guerre, c'est aussi l'avantage de foutre un tel bordel, de jeter l'échiquier en l'air, pour dire, ah ben la faillite, la dette, tout ça, ah non, maintenant c'est l'unité nationale, le premier qui n'est pas d'accord avec le gouvernement, c'est un traître, etc., prison, voire peloton d'exécution, tout ça. Méfions-nous de ça. Alors on a la chance encore d'entrer en Suisse. Franchement, je ne crois pas que la Suisse elle rentre en guerre, parce qu'on n'est pas prêt à entrer dans l'OTAN. On est compatible avec l'OTAN, malheureusement, mais on ne va pas rentrer en guerre. Je ne crois pas. Mais on n'est déjà plus un pays neutre. On n'est déjà plus un pays qui respecte la propriété privée, puisqu'on est en train de confisquer les avoirs des Russes. Mais c'est quoi cette histoire? Et on veut faire des conférences de paix, on n'invite pas une des parties. Enfin, je veux dire, on est bebets en plus d'être. Bref. Et donc, toute cette histoire sent très très mauvais, et l'Union européenne, les pays européens, et dans l'OTAN, ils vont finir en guerre d'une certaine manière. Il y a 20 ans, non, il y a 10 ans, moi je craignais la guerre civile. Clairement, islam contre Européens de souche. Mais en fait, ce temps-là, je crois qu'il est fini. Déjà parce que, ils ont gagné, quoi, par la démographie, donc il va falloir être sympa. Il va falloir apprendre à négocier, mais surtout, je pense que l'option guerre horizontale, qui est celle qui était voulue par les élites, elle a raté le coche. Elle est toujours possible, mais je crois qu'ils ont loupé le truc. Je pense que le peuple, à cause du Covid, ou grâce au Covid et au vaccin, etc., pas en majorité, mais il s'est un peu retrouvé sur des points communs. On pensait à l'union de la foi, l'union des machins, mais finalement, c'était l'union de la survie face au vaccin qui flingue, quoi, ou qui pourrait être flingué, ou qui est bizarre. Donc, ça, c'est pas mal, finalement, parce qu'on va se retrouver peut-être pas en train de s'étriper entre voisins, alors que les mecs sont en train de partir avec la caisse. Donc ça, c'est pas mal. Mais ils vont peut-être juste faire la guerre avec une inconscience totale, parce que je pense que c'est la génération des gens au pouvoir aujourd'hui, ne comprennent pas ce que ça veut dire une guerre et potentiellement une guerre nucléaire. Ils n'ont aucune idée. Alors moi, je suis un des rares qui pense qu'on peut survivre à une guerre nucléaire. Mais putain, on ne peut pas survivre bien, hein. C'est dur. C'est chaud. C'est challenge ultra méga hard, niveau. Voilà, le boss de fin de niveau, il est violent, avec les radiations et tout. Et donc c'est possible qu'ils veulent nous emmener vers ça. Ou voir, ils vont pousser, ou ils poussent leur suicide, leur tendance maniaco-suicidaire à bout, et ils veulent emporter tout le monde avec eux. Ces gens, ils n'ont pas beaucoup de gosses, hein. Macron, Trudeau, vas-y, ouais, il y en a plein comme ça, ils m'ont pas l'air d'être des gens qui aiment bien les... Enfin, je sais pas s'ils aiment pas les enfants, peut-être qu'ils aiment bien les enfants, mais pas comme vous et moi, quoi. Donc, je conclurai en 2 minutes. À mon avis, l'opportunité, elle est double. Même triple, en fait, mais double essentiellement. Tout d'abord, c'est se préparer nous-mêmes. Face à ce qui arrive, c'est d'abord nous être forts dans nos têtes. Si possible, forts dans nos corps. Moi, j'ai pas l'air, moi, je fais du sport tous les jours. Je vous assure. Et violent. Et puis, augmenter nos compétences. Vous pouvez être peut-être un Mozart de la finance, mais bossez aussi votre potager, ou faites de la mécanique. Apprenez à travailler avec vos mains. Pour avoir le maximum de compétences pour être sur vos 2 pattes solides. Et dans votre tête solide. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin sur la peur. Là, je n'ai pas parlé du tout ce soir, et c'était le but, mais vous allez voir, il est extraordinaire. Moi, j'en suis très très content et fier. Mais c'est parce que dans le tome 1, je travaille sur comment nous rendre le moins effrayés possible et faire des peurs. Et Dieu sait qu'il y en a en ce moment des peurs. Justement, la guerre, les machins, l'économie. Tout ça, ça va être nos amis, ça va nous motiver à être plus forts, à être plus résilients, à être plus autonomes et plus indépendants. Donc ça, c'est point numéro 1, c'est à titre individuel. Chacun d'entre nous, avec nos moyens, en fonction de nos corps, de notre histoire, de nos traumatismes, de tout ce qu'on veut,
on peut chacun de nous devenir plus fort et meilleur et plus autonome. Parce que, en fait, ce pouvoir qui est au-dessus de nous, ils ne sont pas très nombreux et ils ne sont pas très forts, en fait. C'est plutôt des petits morveux, c'est les mecs un peu premiers de classe à l'école, qu'on avait tous envie de frapper, et qu'on a sûrement frappé, et c'est très bien. Ne faites pas pareil à la maison. Si, faites-le quand même. Mais quand vous êtes enfant. Et quand vous êtes adulte, vous respectez la loi, plus ou moins. Et ces gens sont faibles. Ces gens sont faibles mentalement, ils sont faibles physiquement. Et ils devraient avoir honte de qui ils sont, sauf qu'ils ne comprennent pas le concept. Bon. Point numéro 2, c'est exactement la même chose, mais à titre, au niveau collectif. Alors, c'est pas le sujet dont je parle depuis 15 ans, parce que mon boulot, c'est d'expliquer aux gens comment s'en sortir et de survivre. D'abord pour eux, par eux-mêmes. Parce que si tu fais pas le boulot pour toi, après tu tombes sous la casquette soviétique, enfin, pas soviétique, les soviétiques encore, ils avaient des bons trucs pour eux. Mais tu tombes sur le côté gauchiste, le côté esclave au sens nietzschéen, où tu te plains et tu veux que ce soit l'argent des autres qui sauve les problèmes, qui te donne bonne conscience. Mais va crever, sale merde. Bosse un peu. Deviens un homme, deviens une femme, deviens un homme libre. Arrête de pleurnicher comme une saloperie. Et bref. Fut un temps où ces jeunes se faisaient fracasser la gueule par tout le monde dans la rue. Hein. Genre, lui, je le reconnais pas. Et jusqu'à ce qu'ils deviennent bien. L'idée, c'était pas de faire du mal pour faire du mal, c'était pour les élever, etc. Bref, donc, je pense qu'en Suisse, particulièrement, on doit renouveler le concept de milice citoyenne pour être la première ligne de défense. Donc, c'est-à-dire nous armer, la plupart d'entre nous le sommes déjà, nous former, beaucoup d'organisations en Suisse qui vous forment, et même très très bien, pour être capable de réagir en cas d'un problème, il faudrait demander de plus en plus le port d'armes. C'est un truc, les étrangers ne se rendent pas compte à quel point on a très très peu de port d'armes en Suisse. C'est très compliqué d'avoir le flingue. Moi, je me balade à poil aujourd'hui. Je prends le train, puis je suis en famille, etc. Mais c'est pas normal. Parce qu'il pourrait y avoir un problème à tout moment, et on a de la chance. Il y a un romancier ici qui a écrit un livre génial qui s'appelle L'échec par le fou. Allez voir ce bouquin, il imagine des attaques terroristes en Suisse, mais il y aurait un mec armé, ce qui devrait être normalement le cas statistiquement, face à des attaques terroristes de grande envergure en Suisse, et on arrête l'attaque terroriste. On a vu au Bataclan en France, alors ok, c'est vaste sujet, mais nous devons reprendre l'âme citoyenne en tant que milice, pas en tant que juste que le citoyen armé, en collectif, avec les règlements, dans le respect de la légitime défense, évidemment. Et puis, si l'État, il n'est plus là pour nous défendre et nous protéger, organiser notre société autour de nous par des associations, formelles ou informelles, par ça peut commencer par un barbecue et ça peut finir par j'organise la vie de ma commune dans le cadre de l'administration communale, mais aussi dans le cadre de l'associatif, de la vie de tous les jours, d'aller voir l'administration scolaire en disant ouais, là, le truc bizarre, habillé bizarre, ok, on a compris, il a le droit de vivre, il n'y a pas de problème, mais c'est pas représentatif de ce qu'on a envie d'apprendre à nos gamins. Ils ont 6 ans, les gamins, t'arrêtes de leur amener des godemichers à l'école, c'est tout. Parce que sinon, on vient avec du baril d'essence. Tel le musulman moyen. Et on a des trucs à apprendre de l'islam. Moi, je dis. Et eux de nous. Et troisièmement, une fois qu'on est fort collectivement et d'abord individuellement, ensuite on peut aller beaucoup plus fort, de manière beaucoup plus forte, dans le monde politique, que j'évite comme la peste et que je ne fais pas. Les graves fois où j'ai mis un orteil dedans, ça a été traumatisant presque. Mais là, nous pouvons aussi faire en sorte de retransformer notre pays à être ce qu'il a toujours été depuis presque bientôt 800 ans, c'est être un pays qui est à la fois fort, petit, mais fort. Hein, Charles de Téméraire s'en souvient encore. Il tourne dans sa tombe en disant j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Et plein d'autres, fort, indépendant, résilient, autonome. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup plus de production agricole à faire et peut-être qu'il faudrait être un peu moins que 8 millions. Peut-être 4, c'est-à-dire 3. Mais ça va venir, hein, vous en faites pas. La réduction de 8 à 3, elle arrive très vite. Mais il faut se préparer à avoir notre autonomie pour l'énergie, pour la nourriture, pour l'eau potable, la gestion des déchets, etc. Mais on doit le faire ensemble. Parce qu'autant la préparation individuelle, elle est fondamentale et on doit commencer par ça. Chacun à son niveau, hein, jeune, âgé, handicapé, pas handicapé, on peut tous faire un petit peu. Mais à un moment, il va falloir travailler ensemble.
Et on a cette chance de le faire en Suisse. Et le Cercle Rousseau nous donne peut-être l'opportunité de nous rencontrer ce soir. J'en ai terminé, pour rester dans l'heure, j'espère. Et puis, je vous remercie de votre attention.